Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous démarrons cette émission avec deux nouvelles qui ne seront pas évoquées dans le cadre de nos débats du jour. C'est bien sûr Pierre Assalé, que vous connaissez sous le nom de Peter007, qui hume l'air de la liberté en ce moment. Notre jeune compatriote, après près de 10 mois dans les geôles de la Maca, est sorti. Et c'est une bonne nouvelle que j'avais souhaité partager avec vous d'entrée d'émission. Autre nouvelle, elle n'est pas bonne, c'est le déficit des États au niveau de l'UEMOA qui se creuse. 511 milliards de déficit pour cette année, donc ce déficit s'établit à 2797 milliards. Voyez-vous, il y a beaucoup à faire au niveau des finances publiques. Pour ce qui concerne cette émission, il y aura vraiment tous les sujets que vous aimez. On parlera politique, on parlera société, on parlera évidemment économie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est en compagnie de Christelle qu'on va dire tout ça. Bonsoir André. Ça va bien? Très très bien. Et ton week-end? Oui, ça va, un week-end plutôt tranquille. Le mien aussi. En tout cas, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux en notre compagnie. Il a planté le décor ce soir, politique nationale. On parlera avant toute chose d'une merveilleuse émission qui a fait son entrée ce matin. Mais je pense que tout ceci se mettra en musique après ceci. Depuis ce matin, ça chante Cocorico sur Live TV. C'est l'émission qui vous accueille désormais donc de 6h à 9h. Et pour en parler avec nos amis qui sont déjà là, Élisée Boloubeu. Bonjour André, bonjour Christelle, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Bien sûr, en face d'Élisée Boloubeu, on retrouve notre très chère dame en bleu, mais enfin, je ne connais pas faire le fameux jeu de mots, Edith Broubleu. Edith, bonsoir André, bonsoir Christelle, bonsoir à toutes. Bonjour, bonsoir Edith. Bonsoir. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à tous et bonsoir chez vous aussi. Isabelle, la femme en noir ce soir. Oui, bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Voici les 4 commentateurs qui vont commenter l'actualité média. C'est l'arrivée donc d'une nouvelle émission sur les 107.7. L'émission, c'est Cocorico. Elle est tenue donc par 3 jeunes loups de la communication, en tout cas de l'information. Et pour les représenter ici, il y a Soumou Didier qui est avec nous. Didier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Didier. Bonsoir. Nouvelle aventure. Ben, voilà, c'est la rentrée des classes aujourd'hui pour Cocorico la matinale. Nous avons démarré aujourd'hui à 6h. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 9h. Nous allons tenir compagnie donc à tous les lève-tôt, à tous les Ivoiriens qui partent au boulot, à tous les élèves qui empruntent le chemin de l'école, à tous ceux qui vont à la recherche d'un emploi et également à tous ceux qui doivent garder espoir. Donc notre contribution donc, à travers cette matinale, ce sera donc d'apporter tôt le matin des informations aux auditeurs pour leur permettre justement de prendre des décisions et de s'orienter justement dans la vie. Voilà. Quelles vont être les articulations de cette matinale, Didier? Écoutez, c'est une matinale d'information. Nous allons donc surfer sur l'actualité. Vous savez, avec l'infobésité, on n'a pas le temps de s'arrêter sur l'actualité qui court à un rythme effréné. Donc, au cours donc, de cette matinale, il s'agira de revenir sur les moments qui ont marqué justement l'actualité, sur les points essentiels, les décrypter, les analyser donc, avec des spécialistes, des experts, des journalistes qui interviendront au cours de l'émission donc, pour essayer d'apporter un peu plus de lumière sur les faits qui se sont déroulés soit la veille, soit en temps réel, parce que nous sommes également en direct sur la radio. Nous traitons l'actualité en temps réel, donc il s'agira tout au long de l'émission de traiter de l'actualité politique, économique, sportive et culturelle. Et vous ne serez pas seul? Effectivement, je suis en compagnie tous les matins donc, de Isaac Barreton et également de Miss Mahem. Miss Mahem qui a été justement, il faut le rappeler, Miss 2.0 2020, qui nous accompagne également tout au long de cette aventure. Alors, est-ce que le public aura sa part donc, dans cette matinale Effectivement, dans la dernière tranche donc, de l'émission, à partir de 8h30, nous ouvrons le micro. Aujourd'hui, par exemple, nous avons parlé donc, de l'augmentation du prix du carburant. Les auditeurs se sont donc prononcés sur l'impact donc, de cette augmentation sur leur vie, sur le quotidien
des Ivoiriens. Nous avons également échangé avec un éditorialiste, journaliste, Félix Boni, au cours de la rubrique Interview. Et dans cette rubrique, nous sommes donc revenus également sur les dernières nominations au sein donc des institutions de la place. Nous avons parlé également de la dissolution du gouvernement et de la possible reconduction, oui ou non, du Premier ministre Patrick Achi. Autant de sujets donc qui ont émaillé cette matinale. Bien, messieurs, dames. Cocorico, non original pour une émission. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait? Cocorico, tout simplement, c'est le réveil matinal avec le coq. Et comme c'est une métaphore justement pour dire aux auditeurs que nous les réveillons, nous accompagnons ceux qui sont déjà réveillés. Et puis l'information, donc tout au long de cette matinale, oriente, guide donc les auditeurs qui nous suivent. On commence par exemple par la météo, le trafic routier, l'agenda de la semaine et également le chiffre clé, donc le chiffre clé qui, donc, dans chaque matinale, revient sur un chiffre important qui caractérise justement la Côte d'Ivoire. Nous avons choisi de traiter l'actualité, mais de faire de la proximité. Donc les informations que nous traitons concernent directement les Ivoiriens, concernent le quotidien des Ivoiriens et nous avons fait ce choix pour ne pas ressembler à une autre matinale, à une autre radio. Nous voulons faire du cocorico et le cocorico, c'est l'information de proximité. Justement, les matinales n'ont de sens que par le dynamisme de ceux qui tiennent l'antenne à cette heure-là. Absolument. C'est quoi, sera quoi votre secret à ce trio gagnant-là? Ben écoutez, ce matin, nous étions donc là depuis 4 heures du matin, préparer donc nos fiches. Et puis, c'est une belle petite équipe qui commence à s'installer tout doucement donc, sur les antennes. Nous comptons donc sur la force donc, de cette équipe. Et également, nous sommes des journalistes, des animateurs de profession. Par exemple, ça fait plus de 15 ans donc, que j'exerce le métier de journaliste. Isaac Barreton, donc, qui nous accompagne également, est un vieux de la vieille également. Donc la nouvelle de la classe, c'est bien sûr Mahem qui arrive avec sa touche de fraîcheur et de dynamisme dans cette émission. Moi, j'ai toujours été fascinée par, je veux dire, les animateurs des matinales, parce que c'est quand même des horaires assez difficiles pour pouvoir démarrer l'émission à 6 heures, sachant qu'elle est en direct, braver le matin. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'embouteillage à 7 heures. Et ce matin, il y avait la pluie. Il y avait la pluie également. Ouais. Comment on arrive à tenir sur la durée avec ce rythme de lundi à vendredi? Il y a la famille, c'est vrai. Peut-être qu'on a des occasions de sortir le soir, mais il faut être présent et prêt à 4 heures du matin. Comment on s'organise? Bon, tout est question d'organisation justement et le métier que nous avons choisi donc, a ses avantages mais également ses inconvénients. Donc nous avons choisi par exemple d'intervenir sur la matinale, on prend donc toutes les dispositions. Par exemple on a changé donc les réveils dans nos téléphones. On essaie de prendre l'information, la dernière information après le journal. Et essayer donc de récupérer pour se réveiller autour de 3h, 4h du matin, retourner justement à la quête de l'information fraîche et nous préparer pour le plateau. Voilà. Didier, vous vous adressez à qui pour cette matinale? Quel est votre public que vous voulez, j'allais dire, toucher? Voilà, je l'ai dit d'emblée, nous nous adressons en général au grand public, en particulier donc à tous ceux qui se réveillent très tôt les matins, à ceux qui vont donc au boulot. Aujourd'hui, donc moi par exemple, j'habite Bingerville, donc de Bingerville à la Riviera, on a vu déjà des femmes qui, depuis 4 heures du matin, qui soit empruntent le transport en commun pour se rendre à Djamé, pour approvisionner les différents marchés. On rencontre donc des travailleurs qui se réveillent également très tôt, des élèves également, même du primaire qu'on a rencontré dans la rue autour de 5 heures du matin, qui également sont réveillés, mais aussi des gens en quête d'emploi qui justement ont besoin d'être orientés à travers Cocorico, avec des astuces, des conseils, des offres d'emploi que nous dénichons de part et d'autre. Et donc c'est tout ce cocktail-là que nous servons tous les matins pour permettre donc aux auditeurs, aux Ivoiriens de se réveiller d'un bon pied. Très bien, mesdames, messieurs, donc vous aimez la télé, Live TV, vous allez encore adorer
Live Radio, si vous ne l'avez déjà fait. Mais en tout cas, à partir de ce matin, et ce durant toute la saison. Donc, vous pourrez retrouver donc, Cocorico de 6h à 9h avec Didier, Mayenne et bien sûr Isaac Barreton pour encore et toujours passer d'excellents moments. Absolument. Écoute, donc, des Absolument. nouvelles que vous allez leur passer à nos chers auditeurs. En tout cas, merci d'être venu par ici Merci. pour porter l'information. On espère juste simplement que vous allez connaître un gros succès. Merci, merci. Donc, plein succès à Merci pour vous, le vœu de succès. On attend tous les auditeurs et tous les téléspectateurs donc à partir de 6h pour des informations fraîches. Il faut rentrer tôt parce que là, 4h du matin est très vite arrivé. 4h, c'est même 3h. Oui, 3 heures. Absolument. La matinale, c'est quelque chose. On reste avec Didier Assoumou pour annoncer justement à nos téléspectateurs la grande actu de notre Ouais. émission. C'est l'actualité qui évidemment tient en haleine tous les acteurs politiques, notamment du PDCI-RDA. Une conférence de presse, en tout cas lors d'une conférence, un thème au cœur du débat pour les cadres du PDCI. Comment reconquérir le pouvoir? Mais tout cela pose la question de l'organisation de la succession au cœur du PDCI. Tout à fait. Alors après la mort de l'ancien président ivoirien qui a dirigé le PDCI d'une main de fer pendant, on va dire d'une main de fer et d'une main de carotte aussi, pourquoi pas, près de 30 ans, l'heure est à l'union. La bataille à la succession sera pourtant inévitable. Alors Yamien Yao estime qu'il faut donc à ce 14 octobre-là prochain parler plutôt des conditions peut-être d'enterrement que d'élection à la tête du PDCI. Mesdames et messieurs, votre point sur la question. Je commencerai par Daouda avec sa cravate verte. Merci beaucoup, Christelle. En fait, aujourd'hui, comme tu le disais tantôt, depuis le décès de feu Félix Houphouët-Boigny, on a vu que M. Henri Konan Bédié, l'ex-président de la République, a dirigé le vieux parti, le PDCI, d'une main de fer, si on veut dire, d'un gant de velours, Tout à fait. pendant Voilà, des c'est la années, belle expression, pardon. voilà, Merci. jusqu'à ses 89 ans. Aujourd'hui, le vieux, il n'est plus. Je pense que quand M. Yamien Yao, il y a un prochain bureau politique qui se doit se prépare tenir, pour le ouais. 14. Mais il faut rappeler qu'avant cela, le président Henri Konan Bédié avait prévu un congrès en son temps. Malheureusement, départ, ouais. voilà, il n'a pas pu assister à ce congrès. Il est parti un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, si Yamien Yao parle, moi je veux dire de façon succincte, de dire enterrons dignement le vieux d'abord avant de parler de succession. Je veux dire, de mon analyse, j'estime que s'il en passe, c'est qu'en interne, sûrement, il doit y avoir des gens qui se disent allons-y, comment on appelle ça, à des élections avant même que son enterrement. Parce que, je veux dire, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il sera enterré, quand on sait les contingences, les us et coutumes, tout ça, c'est compliqué. Mais de mon point de vue, j'estime, de façon juridique, si on s'en tient comment on appelle ça, au statut et règlement du PDCI, qui, en son article 40 et 43, a fait de M. Kopli le président par intérim du PDCI aujourd'hui. Il a 6 mois pour organiser des élections en interne aujourd'hui. Donc, conformément à ces textes-là, je pense que le PDCI, ceux qui veulent aller à des élections ont le droit absolu de dire allons à des élections avant l'enterrement du vieux. Isabelle, votre point de vue sur la question. Allons aux élections d'abord avant l'enterrement du vieux. Selon Daouda, ceux qui clameraient cela ont raison de le dire. Je dirais oui et non. Déjà, pour revenir un peu sur l'historique, il faut savoir que le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, a quand même dirigé le parti politique, le PDCI, pendant environ 30 ans, donc depuis Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est dire en fait le grand vide en fait qu'il laisse au sein de ce parti. Heureusement qu'ils ont des textes qui sont assez solides pour pouvoir leur permettre d'avoir aujourd'hui un président par intérim, qui a donc la charge dans les 6 mois à venir d'organiser donc le congrès qui va donc décider de qui va prendre la succession au niveau de ce parti politique-là. En revanche, il y a aussi cette donne qui est d'enterrer le président Henri Konan Bédié et l'enterrer dignement. C'est un homme politique, c'est aussi un chef et il y a des us et coutumes à respecter. Il faut sillonner l'ensemble du territoire national, aller de délégation en délégation, informer les différents chefs de ce que le président aura donc son enterrement à telle date et donner en fait la programmation. Il faut également envoyer une délégation même au Ghana pour pouvoir informer officiellement de ce qui doit se tenir. Donc c'est dire en fait que ça demande une organisation au niveau traditionnel. Pourquoi c'est important, Isabelle, pour vous de mentionner le fait qu'il y a à informer donc peut-être les régions
et même aller au Ghana. Est-ce qu'on peut aller dans le détail dans votre explication? Oui, parce que je veux dire, c'est d'abord, je veux dire, le président Henri Konan Bédié n'est pas n'importe quel chef, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, et surtout pour le peuple akan. Donc, ils ont leurs us et coutumes que je n'ai pas envie de détailler, de rentrer, sinon on va aller vraiment Mais la tradition devrait être respectée. Mais la tradition devrait être respectée. Mais il y a aussi, ils sont confrontés aussi au texte de leur parti politique. Donc, je pense qu'il faut arriver, en tout cas, à arrimer les deux pour pouvoir avoir donc quelque chose de consensuel. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais pour moi, il faut d'abord enterrer le président Henri Konan Bédié avant de penser donc à penser à sa succession. Tant qu'on n'a pas fait un deuil, on ne peut pas aller pour moi de l'avant. Est-ce que vous pensez, comme le dit notre très cher Niamey Yao, que c'est une ligne de fracture entre les militants du PDCI-RDA, c'est-à-dire ceux qui veulent l'enterrement, qui veulent une élection avant l'enterrement et ceux qui veulent après? Est-ce que vous pensez que ça, vraiment, c'est un sujet qui peut marquer vraiment une forme d'implosion, de fracture du parti édite? Oui, parce que si, dès l'entame, on se déchire, et je mets déchire entre guillemets, autour du corps qui est encore quand même chaud donc, du président Henri Konan Bédié sur des problèmes de succession ou d'organisation d'obsèques, je pense qu'il y a déjà une fracture. Mais au-delà de ça, je partage aussi les appréhensions donc, de Niamey Yao. Pour vous, la question ne mérite même pas d'être posée. Ça ne mérite pas d'être posé. C'est un chef, c'est un dirigeant de parti, ça a été un dirigeant de parti. Il y a l'aspect traditionnel qu'il faut prendre en ligne de compte, l'aspect culturel qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est un chef à Caen. Mais au-delà de ça, aussi, c'est un ancien président, c'est un ancien chef d'État qui mérite aussi tous les honneurs. Et forcément, il y aura l'implication donc de la présidence, du chef de l'État aussi dans l'organisation. Ça devrait prendre le temps que ça devrait prendre. Ça devrait prendre le temps que ça devrait prendre, mais bien sûr, sans qu'on s'attarde longtemps, parce qu'il y a la vie politique qui continue son cours. Et pour l'information que j'ai eue, je ne vais pas donner de mois, mais en début d'année, les obsèques sont prévues. Donc, le parti, en tout cas les membres du parti, en début d'année, 24. Exactement, 2024, les membres du parti ont, à mon avis, largement le temps donc, de pouvoir ensuite, après ces obsèques, pouvoir maintenant parler et réfléchir à la succession du parti. De toute façon... c'est une source officielle hein, que vous donnez. Oui, c'est une, je ne dirais pas source officielle, mais vous avez entendu. Exactement, exactement. Et au-delà de ça, pour terminer, je dirais que oui, il faut attendre la tenue de ces obsèques avant de parler officiellement de succession autour du corps, paix à son âme, de l'ancien président. Mais au-delà de ça, oui, ça n'empêche que dans les salons, il y ait des discussions forcément. Et même avant même son décès, c'est qui prendra la suite. Et après, c'est peut-être ça aussi la défaillance de nos dirigeants. Comment? De parti, on va permettre à Élysée rapidement, nos dirigeants de parti, c'est de ne pas assurer cette relève, de ne pas identifier tout de suite un dauphin ou d'identifier tout de suite une relève, ce qui, lorsqu'il y a un décès, amène toutes ces tensions finalement. Élysée Boulougou, il y a une question quand même qui est fondamentale. Est-ce que le fait d'élire un président a une incidence sur ce qui peut être considéré comme des obsèques dignes au président Bédié? Avant de répondre à cette question, si tu me permets, je voudrais revenir juste un peu en arrière relativement au fait que est-ce qu'on va vers une fracture déjà au regard des différentes positions qui se dégagent. Moi, je pense que ça serait aller vite en besogne que de tirer la conclusion ainsi. Parce que c'est normal hein, que dans une telle situation, au regard des positions des uns et des autres, on assiste à de telles choses. Mais c'est justement pourquoi aussi le parti, dans son organisation, a prévu un bureau politique. Le bureau politique est l'organe par excellence qui va donc trancher de la nécessité de faire maintenant les élections pour trouver un successeur au président Bédié ou de la nécessité de patienter, finir les obsèques et puis aller maintenant à l'élection qui va conduire à la désignation ou du moins à l'élection de celui qui va succéder au président Bédié. Le parti, dans ses tests, a déjà prévu cela. Donc, pour moi, c'est vraiment précipité ou c'est aller vite en besogne que de dire déjà on est dans une fracture. Dans n'importe quel parti, on aurait déjà une telle position. On se rappelle aisément le décès de feu Amadou Gon Coulibaly qui était désigné comme successeur au président Ouattara en 2020. Quand ça s'est passé, il y avait déjà quelques velléités des gens qui avaient estimé en ce temps. Donc c'est toujours normal que lorsqu'il y a un grand départ comme ça, une telle situation, qu'il y ait des voix qui s'élèvent, c'est des positions qu'on donne. Mais après,
En interne, les partis ont un mécanisme qu'ils ont mis en place qui permet de traiter la question. Et concernant le PDCI, c'est bel et bien le bureau politique qui aura lieu le 14 prochain. Est-ce que la dimension de l'homme de tradition, le chef, va prendre le pas sur la dimension des textes? Oui, bien, bon, je ne dirais pas si ça va prendre le pas sur la dimension des textes, mais déjà, pour moi, si on doit prioriser, je pense que la dimension humaine, la dimension de chef doit prendre le pas. Pour la simple raison que le président Bédié, ce n'est plus un produit du PDCI uniquement. Le président Bédié, c'est un homme d'État, fut un homme d'État. C'est quelqu'un qui appartient à la nation. Tout à fait. Donc, au-delà du PDCI, il mérite l'hommage de toute la nation. Donc, les obsèques, c'est vrai, peuvent être l'initiative de la famille. Bien évidemment, en Afrique, les funérailles appartiennent d'abord à la famille, donc c'est normal. Mais la famille, sachant le statut ou la statue de l'individu, voudra bien évidemment qu'on puisse respecter cette statue-là. D'où la nécessité, avec les pouvoirs publics, avec l'État, avec le parti politique, trouver un consensus pour pouvoir vraiment faire des obsèques dignes à la dimension de l'homme qui est parti. Merci Élisée Bologo. On revient à la question parce qu'apparemment elle n'a pas été répondue. Est-ce que le fait d'élire un président a une incidence sur les obsèques qu'on va organiser et l'hommage qu'on va avoir pour le président? Moi, je veux dire, quand on élise un président demain ou après-demain, pour moi, ça n'aura aucune incidence. C'est vrai, j'aimerais juste revenir sur un de tes points où tu disais qu'on doit faire des délégations pour aller informer des gens. J'estime pour ma part qu'un parti politique, c'est vrai que l'ex-président Henri Konan Bédié est un homme d'État. Mais aujourd'hui, allons-y, le PDCI est une association de personnes. Donc, quel que soit ce qui arrive, je pense que le parti doit survivre au, comment on appelle ça, au décès de l'ex-président. En fonction de ces textes. Voilà, en fonction de ces textes. Et je pense que tu l'as dit, les textes même là le régissent. Pour moi, aujourd'hui, si on doit faire des élections, parce qu'on est à 2 ans d'une élection présidentielle, le PDCI doit pouvoir se mettre, son bras-le-bas de combat en marche dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pendant tout le temps qu'ils vont entendre les obsèques, avant de d'élire un président, est-ce que les autres partis qui sont en face d'eux vont s'asseoir pour les attendre? Si vous permettez que je termine, il termine. Si au-delà de... Il n'y a pas de question de décence, nous sommes en politique. La mort, ça frappe tout le monde. La mort a frappé Félix Houphouët-Boigny, ça n'a pas empêché l'État d'avancer, ça n'a pas empêché le PDCI d'avancer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Henri Konan Bédié est décédé que ça va, entamer en fait le parcours du PDCI RDA. Alors, on va demander, Élisée. Oui, moi je crois que non, il faut avoir un peu de retenue quand on dit toutes ces choses. Voilà, on est en train de parler d'une situation qui est pour moi vraiment importante. Il ne faut pas qu'on la traite comme si une situation qui est aussi simple et aussi naturelle, c'est-à-dire aussi banale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit et je l'ai répété. Nous sommes en train de parler du président Henri Konan Bédié, c'est le président du PDCI, mais qui est un homme d'État qui a dirigé ce pays. Sur cette base, déjà même de par sa statut, on ne peut pas faire les choses comme pour quelqu'un d'ordinaire. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, la supputation qu'on a, je le dis, les tests même du PDCI ont déjà réglé la question. Il y a un bureau politique qui se réunit le 14. Le bureau politique va trancher. Ceux qui auront plus d'arguments et qui arriveront à convaincre la majorité d'aller maintenant aux élections pour préparer déjà un successeur au président Bédié, ben si c'est la majorité, certainement le PDCI va suivre. Mais si ce n'est pas la majorité, le PDCI suivra la décision que la majorité prendra. Maintenant, de savoir est-ce que cela, c'est-à-dire que le fait d'élire un président aujourd'hui peut être un handicap pour la suite, moi je me dis que quelque part ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap dans la mesure ou comme je le dis, si les choses sont faites sans tenir compte de la décision du bureau politique, ou peut-être qu'il y a un passage à force, ça peut créer des éléments de fracture. C'est pourquoi je dis justement, attendons de voir le bureau politique. Est-ce que cela... Pardon, est-ce qu'il a terminé? Oui, il va faire y aller. En fait, je veux juste avoir une précision. C'est-à-dire que quand tu parles de passage en force, toi-même tu dis que le bureau politique a régi tout cela en interne. Donc ces élections ne peuvent pas avoir lieu sans l'accord préalable du bureau politique. S'il y a élection aujourd'hui ou demain ou même dans un mois, ça sera validé par le bureau politique, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc je veux dire, il ne peut pas avoir des passages en force. Non, quand je parle de passage en force, justement, je vais y arriver. Quand je parle de passage en force, le bureau politique, exactement, peut prendre une décision. Sur cette base-là, voilà ce qu'on veut faire. Mais vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, on est face à un enjeu. L'enjeu, c'est la succession. Le bureau politique, qui réunit un groupe de personnes, qui ne réunit pas tous les militants, peut prendre une décision. Que les militants ne pourraient pas, par exemple, valider. Et qu'une majorité peut décider d'aller à l'encontre, en fait. C'est-à-dire que de vraiment s'opposer. C'est vrai que le bureau politique est souverain. Élisée, on a compris votre point de vue, mais Isabelle qui doit réagir parce qu'apparemment, elle n'est pas totalement d'accord avec le développement.
Alors moi, mon point de vue, il est simple, hein. Moi, je pense qu'on est quand même dans une société qui est traditionnaliste. On est en Afrique. Il faut respecter en tout cas le décès, la période de deuil. Il faut faire les choses dans les règles de l'art, même si le bureau politique va Isabelle, trancher sans sur trop une vous décision. couper, la Oui. période de deuil pour vous, c'est quoi? Parce que enfin, la question, elle est là. C'est-à-dire que Moi, la elle période- doit durer la- combien de temps? La Parce que c'est période, un peu c'est ça, pas in une fine. question de temps. Moi, pour moi, la période de deuil va jusqu'à l'enterrement. Une fois qu'on finit de faire l'enterrement, on peut maintenant se prononcer sur une Date qui certaine n'est pas encore succession. Voilà. communiquée, peut-être On ne peut pas, officiellement, on on ne ne peut l'a pas pas. commencer à discuter un héritage sur un corps qui est encore chaud. Excusez-moi le terme, mais pour moi, c'est choquant. Voilà. Et je Quand pense- je- Mais quand ça je- s'est déjà quand je passé en pense- Côte d'Ivoire quand ici, je hein. pense- quand je pense, par exemple, Pour vous, c'est à- choquant que c'est certaines choquant. Quand personnes je parlent de pense- succession maintenant. Exactement. Quand je pense, par exemple, à Madame Bédier, avec toute la peine qu'elle a, il ne faudrait pas qu'on lui inflige encore d'autres problèmes. Voilà. Enterrons le président Henri Konan Bédier comme il se doit. Et par la suite, maintenant, on parlera de succession. Pour l'heure, je pense que puisque le débat doit être mes ailleurs. oreilles traînent un peu. Quand vous avez dit ça, j'ai entendu Daouda crier « Waouh, c'est fort ». Le fait qu'elle dise... Pourquoi vous êtes surpris, Daouda? Le fait qu'elle dise que on ne doit pas Discuter de la succession. disputer une succession pendant que le corps est chaud, vous trouvez que c'est trop Non, fort? en fait, je dis c'est trop fort parce que je me rappelle, c'est vrai qu'on était encore peut-être tous jeunes ici en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas si Isabelle se rappelle, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a une querelle de succession à la tête de l'État en Côte d'Ivoire ici, notamment... Non, ce n'est pas le même contexte. Non, n'empêche qu'il y a eu... Il faut Est-ce qu'il n'y a le pas eu laisser querelle de terminer. succession? Mais est-ce que c'est des Non, mais choses... Voilà. termine. Donc, je veux dire qu'il y a eu querelle de succession, de qu'on le l'État. veuille ou non, entre, comment on appelle ça, l'ex-président Laurent, je dis Laurent Gbagbo, pardon, l'ex-président Henri Konan Bédié et le président qui était alors Premier ministre en son temps. Ça a même créé, après, si tu te rappelles bien, la scission et le départ d'une partie du PDC qui est devenue RDR, aujourd'hui Mais RHDP. on parle d'un Je voulais État, juste, voilà, c'est juste pas en parler. comparable à un parti En fait, on politique, n'était pas dans c'est un un village en État, son temps oui. aussi. Non, En on 83, on parle n'était pas d'un dans un État, tu peux village. pas comparer un On État était dans un parti État, politique, Madame non. Bleu. Partagez-vous la parole juste. Non, je veux juste dire qu'en son temps, si Oui. vous vous rappelez, on Je n'était me pas dans un rappelle très village ou bien, bien oui. dans un campement, Mais on il était dans un s'agissait de État. Côte d'Ivoire. Très et bien. il était Allez-y, bon. Et réagissez. Edith, oui. Pour revenir à Partagez-vous l'analogie que tu parole, as s'il vous faite plaît. par rapport à l'association, une association, dans une association. Non, même dans une association, oui, il y a une période de deuil. Et même au-delà de la période de deuil, lorsque les obsèques sont faites, on peut penser à organiser des élections Pour voir qui au sein de gère. l'association. Non, On parle quand même Edith, de... la non, on même parle quand question, même... je suis obligé de la reposer. Excusez-moi, Oui, non, non, mais la période de deuil doit durer combien de temps? Enfin, c'est à peu près... Chacun selon vous. définit la période de deuil Ouais. selon son grief. Quand je dis grief, sa douleur, son ressenti et tout. Ce que je voulais dire, on a cette période d'obsèques qui va arriver. Il sera enterré. Et officiellement, les membres du parti, du directoire, pourront discuter de succession. Donc la question, la question encore revient, c'est que selon vous, les enjeux futurs pour le PDCI, c'est l'élection 2025, présidentielle. oui. C'est l'élection présidentielle qui arrive. Et cette période de deuil, là, par rapport à cette élection, doit s'organiser comment? Parce qu'à un moment, il y a les enjeux politiques. Parce que- Comment on on fait? fait- Si on vous fait- voulez, on pose la question pour le moment. Oui, je parle de finir d'abord, d'enterrer dignement et cette grande personnalité qui nous a Jusqu'à quittés. quand? Je t'ai parlé de début 2024, on est d'accord. D'accord. Donc, on aura fini Ok. le premier trimestre. Le premier trimestre sera passé Très bien. et on pourra parler de succession au sein du parti. Élysée. D'accord, moi pour répondre à la Élysée, question. allons pas à pas. Ok. Il y a deux tendances ici. Alors, tout à l'heure, Isabelle, je reviens sur les propos d'Isabelle qui a dit qu'elle ne comprenait pas, que ce n'est pas normal. On n'a pas encore enterré cet illustre homme d'État et déjà on parle de qui le remplacera. Ça peut avoir un caractère assez choquant, gênant pour les personnes et les membres de la famille. Edith également valide Je ce partage point. cet avis. Oui. Daouda dit que ça c'est trop long parce qu'il y a des enjeux politiques. Est-ce qu'en même temps, la vision de l'Afrique dans laquelle nous sommes ne prendra pas le pas sur le politique? Mais justement, en fait, ce que je veux juste dire à Daouda, hein, je veux juste dire que si la question des obsèques du président Bédié est mal négociée, l'enjeu qu'ils sont en train d'entrevoir derrière, c'est-à-dire les élections, moi je pourrais leur dire que c'est un échec. Pourquoi? Mais justement, parce que si la question des obsèques du président Bédié n'arrive pas à créer une certaine consensus unité autour du parti, on risque d'aboutir à une implosion qui fera même plus mal au parti, ce qui va faire que le parti oubliera même les enjeux de 2025. Soyez plus précis, Élysée, plus précis. Oui, ce que je suis en train de dire, que ce qui serait idéal pour le PDCI, c'est que le PDCI arrive, surtout les responsables du PDCI, à s'entendre sur
la nécessité d'être en cohésion autour des obsèques. Si ça, on a des scissions à l'intérieur, moi je le dis et je le répète, il y a de fortes chances qu'on arrive à une implosion du parti. Élisée, moi j'aimerais juste attirer ton attention sur le fait la guerre de succession n'a pas commencé après la mort de Bédié. Ça commence bien avant de son vivant, en fait. Quels sont les faits? On peut rappeler juste quelques faits qui vous font dire ceci, Daouda? Déjà, quand on parle d'un principe simple, déjà Bion, avant même de son vivant, même avait déjà jeté le pavé dans la mare. On a vu des territoires, des KKB qui sont venus, qui étaient dans quelques encablures de cela. Aujourd'hui, ce que j'aimerais juste te dire, c'est que l'avenir du PDCI, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est incertain parce que Bédié, même lui-même de son vivant, n'a pas préparé sa succession. Si cela avait été préparé, je ne pense pas qu'on serait en arrivé là. Sa succession n'a pas été préparée. Aujourd'hui, chacun a le droit de dire, je veux, c'est mon moment, j'estime que c'est moi. Quand vous dites qu'il n'a pas préparé sa succession, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas désigné quelqu'un de façon formelle? C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que ça veut dire, en fait, clairement. On va terminer. Sur ce plateau, il y a quelques jours, il y en a qui n'étaient pas pour le consensus, mais plutôt pour des primaires. Très bien. Et donc dans le cas d'espèce, en fait, ce sera aller à des primaires pour avoir donc une succession. Donc, ça remet vraiment en cause, en fait, ce que tu viens de dire sur le fait de désigner un dauphin politique. Il va continuer de se poursuivre chez vous-même, mesdames, messieurs, puisque, évidemment, le PDCI est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, donc parfois... vous êtes nombreux à vous dire son destin nous intéresse à un plus haut point. C'était donc notre propos sur la question donc, des obsèques à venir et aussi des enjeux politiques au cœur du PDCI. On va faire un tour à l'international juste avant donc, de terminer cette première partie d'émission. Vous vous êtes réveillés hier samedi, ce week-end, disons-le comme ça, avec... le déclenchement d'une offensive du Hamas du côté donc, de la bande de Gaza qui s'en est pris donc, à toute une partie au sud d'Israël et cela a provoqué évidemment la réaction d'Israël, donc l'escalade de la violence, on le dit souvent pour le Proche-Orient, est repartie. Qu'en pensez-vous? Comment vous analysez cette situation? Est-ce que de votre point de vue, on est en train de partir vers quelque chose de largement plus grave? Oui, le conflit avait cessé, mais cette fois-ci, on part dans une véritable guerre. Le Premier ministre israélien parlait de vengeance, et cela justement a commencé. Réaction, mesdames et messieurs, Isabelle. Ça tombe toujours sur moi. Non, ça tombait sur moi tout à l'heure, je ne me suis pas plaint. Mais en fait, on a vraiment le sentiment d'être dans une atmosphère de guerre, de terreur, de peur. Et moi, j'ai envie de dire, à quand est-ce qu'on va parler de paix? Qui est notre gardien de paix dans ce monde? Parce que entre, la Russie et l'Ukraine, la zone sahélienne qui est aussi empreinte de terrorisme, aujourd'hui, on a Israël et la Palestine, un autre front qui s'ouvre. Moi, j'ai bien peur, en tout cas, pour nos beaux jours à venir. Avec ces images terribles que nous avons à l'antenne. Exactement. Moi, et puis, ce que je retiens, en tout cas, de ce qui vient de se passer ce week-end, c'est que finalement, on parle énormément de communication, de technologie, mais là, comment est-ce que Israël a été surpris? Israël a été surpris. Moi, j'ai écouté en fait ce matin sur les antennes d'un média international. Ils disaient en fait qu'ils ont réussi à communiquer, à s'organiser via une communication qui date primitive, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont communiqué à travers des lettres, etc. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est passé à la trappe de toute la technologie, de tout l'arsenal, en tout cas digital qu'on a aujourd'hui, et ça nous emmène vraiment à repenser nos façons de fonctionner, à repenser et pouvoir s'adapter à ces nouvelles guerres auxquelles on est confronté aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise paix, il n'y a pas de bonne guerre. C'est un conflit qui dure depuis plus de 70 on va dire. Exactement. Et de voir des deux côtés des pertes en vies humaines, et surtout ce sont les civils qui prennent le plus cher. Mais au-delà de ça, c'est la couverture aussi qui me pose problème. La couverture médiatique des médias internationaux et occidentaux qui me pose problème parce que depuis la mosquée d'Al-Aqsa, où il y avait eu également un regain de tension jusqu'à présent, on le voyait sur les médias, les réseaux sociaux, la couverture qui était faite. C'est-à-dire, chaque jour, il y a des tueries et il y a également des pertes en vies humaines
au sein de la bande de Gaza. Mais la couverture, on ne l'a pas pareille que celle d'Israël. Je suis contre les méthodes du Hamas, c'est une organisation terroriste, on est tout à fait d'accord. Et je pense que les populations palestiniennes sont même aux prises de cette organisation terroriste. Mais au-delà de ça, la force de frappe également d'Israël, derrière, serait le blocus par rapport à l'attaque. Exactement, parce qu'on a constaté au fil des années, lorsqu'on regarde les chiffres transmis par l'ONU, au fil des années, la contre-attaque israélienne, elle est disproportionnée. Donc, au-delà de tout ça, ce sont des pertes en vies humaines, ce sont des dégâts, mais ce blocus que subit la Palestine depuis de nombreuses années, cette prison à ciel ouvert également, on ne va pas justifier des tueries. Aurait favorisé donc leur attaque sur terre, enfin par terre, air, mer. Faut qu'on y aille pour permettre Bien à d'autres sûr, de réagir, bien s'il sûr. vous plaît. Et moi, je vais vraiment insister sur cette couverture médiatique qui, pour moi, je trouve qu'elle est très injuste. Très bien, Daouda. Bon, moi, en fait, quand je regarde cette crise israélo-palestinienne, ça me fait de la peine. Déjà, je m'incline sur les morts des deux côtés. On s'incline avec toi. Voilà. Mais l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est que j'aimerais qu'on revienne un peu en Côte d'Ivoire. Parce que cette crise qui se pose entre Israël et la Palestine a un impact sur nos pays africains aujourd'hui. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, l'Israël est le premier partenaire en matière de renseignement militaire et de formation militaire de nos soldats, quand on sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes enclins à un terrorisme, au djihadisme qui est à nos portes, mais de voir qu'aujourd'hui, Israël même qui est le champion du renseignement se fait attaquer sans qu'il ne sache d'où les attaques viennent, je veux dire, est-ce que ça ne pose pas de réelles questions? Est-ce que ça ne va pas avoir de réels impacts sur nous? Quelle question, Daouda, soyons concrets. Oui, Quel non, type de question au niveau de nous-mêmes, nos propres défenses en Côte d'Ivoire. on a compris, mais c'est quoi la Maintenant, deuxième question chose sur laquelle j'aimerais juste partir, On reviendra sur ce qu'il a dit. c'est que techniquement, aujourd'hui, on n'a pas encore fini la crise russo-ukrainienne, quand on vient tomber encore dans une crise israélo-palestinienne. Est-ce que techniquement, ça ne va pas avoir de l'impact sur l'économie mondiale, d'autant plus que les blocs sont en train de se diviser entre Est et Ouest? J'avoue que ça fait craindre, ça fait peur, mais on prie Dieu que la paix puisse revenir dans ce coin du monde. Merci Alors, beaucoup. moi, j'aimerais revenir sur un point, Daouda, pour une meilleure compréhension. Tout à l'heure, vous parliez donc de l'intelligence israélienne au service de la Côte d'Ivoire, la formation militaire et tout cela, et de voir qu'Israël a été pris off-guard, comme on le dit, par... En français facile. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Off-guard, simplement, ça veut dire ils ont été pris par surprise. Voilà. Ok, pris par surprise. Ils ont été pris par surprise. Est-ce que vous voulez dire que cela pourrait mettre en doute la formation que nos forces ont non, pour bien comprendre? Non, je ne mets pas en doute leur formation. Non, non. Voilà. Je veux dire simplement, on parlait de comment ils ont été attaqués, C'est comment les plans ont été mis en Oui, ça, on a place. déjà dit, les gars. C'est de ça que je parle en fait. Avancer. Je veux dire, est-ce que l'attaque aujourd'hui du Hamas, qui est un groupe terroriste, comme tu le disais, ça ne va pas donner des idées aux terroristes qui sont à nos Très portes bien. aussi. Élisée, s'il vous plaît, on va permettre à Élisée de Tu n'inquiètes pas du réagir. prix du pétrole qui va peut-être doubler. Peut-être, Voilà, c'est ça qui est le plus Attends, important parce que les c'est bon, renseignements... on peut vous laisser discuter entre vous. Non, je réagis, j'ai le droit de réagir. Élisée, non, mais si, mais... Allons-y. Je vais perdre ma galanterie. Hein. Élisée, Vas-y, Élisée, monsieur. Oui, donc moi, je note juste que ce qui se vit actuellement au Moyen-Orient, c'est, excusez-moi du terme, c'est le summum de la bêtise entre des extrémistes. Parce que ça, c'est le résultat de l'extrémisme, en fait. On peut vivre, se côtoyer, sans forcément s'entre-déchirer. Et je pense aussi que ça doit interpeller l'ONU. Parce que cette crise-là dure depuis des décennies et des décennies. Et on a l'impression qu'à chaque fois, on fait juste des sommets. Parce que là, il y a une assemblée générale d'urgence qui a été liée à l'ONU, mais on n'a même pas les conclusions. Donc, c'est dit qu'en réalité, on voit des vies qui se détruisent comme ça. Et puis, on n'a pas la réaction qu'il faut. Moi, je veux aujourd'hui que les responsables soient situés et que pour une bonne fois pour toutes, on essaie, non seulement au-delà des États, de voir les complicités et puis qu'on puisse prendre les dispositions qui s'imposent. Parce qu'on ne va pas laisser des gens à chaque fois attiser le feu, créer des morts comme ça, et puis eux, ils sont là, peinards, ils vivent, ils ont les bras croisés, et c'est des lobbying. Il faut que ça s'arrête. Très bien. Voilà donc ce qu'on peut vous dire sur l'ensemble des sujets que nous avions pour vous sur la table aujourd'hui, donc en première partie d'émission. On a parlé de la radio, ensuite nous avons enchaîné avec ce grand débat sur le PDCI et bien sûr on termine là avec notre regard, notre œil sur l'actualité. Tout à fait. Alors, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. On prend toujours un énorme plaisir à vous retrouver, mesdames, messieurs, pour
continuer cette émission après le break. Vous êtes là, vous nous faites confiance et nous en sommes heureux. On espère tout simplement que vous serez avec nous jusqu'au vendredi, puisque nous vous tenons en haleine tous les soirs de 19h à 20h30. Christelle, Oui, nous sommes de retour. Bah oui, cher ami, on est de retour. Et cette fois-ci, on s'engage à fond dans le transport. Voilà, la suppression de l'amende de 22 500 francs CFA. La 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le ministère des Transports s'engage. Est-ce que cela voudrait donc dire, juste un André, instant avant de permettre à nos camarades de réagir, tout à fait. cela arrive dans un contexte d'augmentation du prix du carburant. Exactement. On s'était posé beaucoup de questions, comment allaient réagir les transporteurs, et puis le ministère, lui, déjà a annoncé donc le lancement de cette journée, comme vous l'avez si bien rappelé, et puis les transporteurs ont organisé cette cérémonie d'hommage. On va voir tout ça d'abord en images, et on revient dans un instant pour la suite des débats. Le transport ivoirien, un secteur en pleine redynamisation. Des réformes fortes sont en cours afin d'apporter un souffle nouveau aux transporteurs et aux populations. Parmi ces réformes figure la suppression de l'amende de 22 500 francs CFA ainsi que le respect des 33 barrages de contrôle routier réglementaires. Pour marquer l'événement, les transporteurs ont rencontré leur ministre de tutelle lors d'une cérémonie solennelle. Le développement économique et social de la Côte d'Ivoire repose en grande partie sur le secteur du transport routier. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan donc, de la gouvernance du président Alassane Ouattara, nous nous rendons compte qu'il y a eu des avancées majeures. Si vous prenez les infrastructures routières, si vous prenez la paix sociale, si vous prenez la sécurité nationale, vous comprendrez véritablement que les transporteurs ont des raisons de rendre hommage à Alassane Ouattara. Toujours dans le secteur du transport, la 9e semaine de la sécurité routière est lancée. Celle-ci vise à contrôler, sensibiliser et prévenir les usagers sur la sécurité routière. L'instauration de la sécurité routière a réduit les accidents sur la route, notamment avec la vidéo-verbalisation et la réduction de la vitesse. L'objectif de la semaine de sécurité routière est de sensibiliser les usagers à plus de civisme. Les principaux usagers que nous connaissons sont en général les automobilistes, les utilisateurs des engins à 2 roues motorisés, les cyclistes, les piétons et ceux qui y sont assimilés. Donc c'est cet ensemble d'usagers qu'il faudrait amener à cohabiter pour que nos routes soient des routes où il n'y a pas des accidents. D'autres actions d'envergure sont à venir en vue d'améliorer le secteur du transport ivoirien et surtout améliorer la sécurité des biens et des personnes sur les routes de notre pays. Voilà ce qu'on pouvait donc retenir de ces deux événements-là. Réaction des transporteurs suite donc à la suppression d'un certain nombre de taxes qu'on pouvait leur prélever. Tout cela inscrit dans la façon dont le gouvernement voulait gérer l'augmentation des prix du carburant. Que pensez-vous de tout ça, Christelle, avec nos camarades? Daouda, réaction, oui. Non, moi, déjà, j'avoue Une que... bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que déjà, je veux dire, lorsqu'il y a eu l'augmentation du prix du carburant de 60 francs sur le gazole et le super, je dis les ministres en charge des différents pôles ont pris le taureau par les cornes en allant à la rencontre des transporteurs, premières victimes de cette augmentation, et après les commerçants. Déjà, avec la suppression de l'amende de 22 500 et le respect très strict des 33 barrages, ils ne se sont même pas arrêtés à ça. Ils sont allés même à aller plus loin, à aller prendre un arrêté ministériel pour réglementer en fait tout ce qui concerne le remorquage des véhicules. Parce qu'on se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, les gens avaient toujours des conflits avec l'entreprise SOAD qui prenait les voitures n'importe comment. Et après discussion, les transporteurs ont dit au ministère que si vous respectez cela, on ne va pas augmenter les prix. Dieu merci. Pour ceux qui empruntent des transports en commun, on a pu constater depuis l'augmentation du prix du carburant que les transports n'ont pas augmenté d'un quartier à un autre, à part souvent quelques spéculations, ça et là, de 100 francs pendant les heures de pointe. Je veux dire que c'est une très bonne initiative qu'il faut saluer. Et je salue le patriotisme de nos transporteurs. Est-ce que vous pensez vraiment, Edith, qu'il y a un lien de cause à effet entre justement ces décisions du gouvernement et puis la non-augmentation qu'on observe globalement, j'allais dire? Je me réjouis déjà de ce cadre de concertation parce qu'on a reçu donc, le responsable des transporteurs, de ce cadre de concertation qui a été mis en place. Donc, malheureusement, oui, il y a eu une augmentation des prix du carburant, mais ce cadre de concertation est arrivé
Et les transporteurs ont eu cette victoire de pouvoir obtenir donc la suppression de cette taxe de 22 500 qui pour eux n'avait pas de sens et qui greffait leur budget quotidien. Mais au-delà de ça, de ce cadre de concertation qui a été mis en place et qui amène à ce type de rencontre lors des campagnes de sensibilisation, je pense qu'il faut que ça continue. Parce que le plus important, ce sont les populations, parce que ce sont elles qui subissent les augmentations des prix du carburant. Et au-delà de ça, que le civisme qui est demandé aux transporteurs sur les routes... Non, je vais insister là-dessus parce qu'en disant le civisme... Non, c'est important d'insister là-dessus parce que oui, il y a un cas de concertation. Oui, ils ont obtenu quelque chose, en tout cas des choses du gouvernement. C'est une victoire aussi pour eux. Comment dire, quelque chose, malheur est bon. Mais pourquoi le civisme? Mais sur les routes. Oui, on parle de réduction du nombre d'accidents, mais on constate, et oui, nous usagers, on constate encore cet incivisme sur les routes. Donc il est important qu'au-delà d'obtenir des victoires avec le gouvernement et un cas de concertation, il faut que l'application du civisme soit maintenue. Très bien. Isabelle, réaction? Oui. Vous applaudissez également, comme les autres, ce cadre de concertation. Exactement, ce cadre de concertation, parce que c'est ce que, en tout cas, les transporteurs avaient toujours voulu, en attendant donc les états généraux du secteur donc des transports routiers. Par le ministère, exactement. Moi, ce sur quoi j'aimerais m'appesantir, c'est vraiment sur la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025, qui est en plein essor en ce moment. Donc, il y a eu plusieurs semaines de sensibilisation. Aujourd'hui, on est à la 9e semaine de sensibilisation. Et il faut savoir, en fait, que pour chaque semaine, il y a une thématique bien spécifique. Et pour cette semaine, en tout cas, c'était donc la sensibilisation aux abords des établissements scolaires. On a vu, en tout cas, beaucoup de cas qu'on a déplorés ici sur ce plateau qui avaient entraîné au niveau donc de la gestion des établissements scolaires. Et moi, je pense qu'en pleine rentrée, c'est vraiment opportun d'avoir eu cette thématique et surtout de l'avoir lancée. Maintenant, ce qui va, en tout cas, nous réjouir davantage en tant que population et maintenir les prix qu'on a jusqu'à présent, c'est-à-dire ne pas avoir d'augmentation de prix donc, du transport, c'est vraiment rester dans ce cadre de communication entre les transporteurs et l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Élisée Bolougbe, vous dites quoi? Aussi comme nos camarades, c'est bien, ou vous dites non, on ne peut pas se contenter que de quelques mesures comme ça? Il faut peut-être aller un peu plus loin? Non, il ne faut pas être rabat-joie. C'est des mesures quand même qui sont à saluer en réalité. Moi, je pense que c'est deux entités qui ont créé un cadre de concertation pour pouvoir réguler, vraiment essayer de faire avancer les choses. C'est vrai, si aujourd'hui les transporteurs eux-mêmes de leur bouche constatent qu'effectivement le gouvernement fait des efforts pour respecter sa part d'engagement, à savoir le respect strict des 33 barrages, la suppression des 22 500 d'amendes et autres, tout ça, il est aussi important que l'État à son tour, c'est-à-dire les pouvoirs publics à leur tour, se rassurent qu'effectivement ces transporteurs aussi n'ont pas augmenté le transport. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, Daouda a dit que le transport n'a pas augmenté. Mais moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai entendu aussi qu'à certains endroits, il y a eu quand même quelques augmentations. Exemple. Sur certaines lignes de Woro, les gens ont constaté des augmentations, même sur les Baka. Des trajets qui étaient à 300 sont passés à 500 sur certaines lignes de Baka. Oui. Donc, c'est aussi important pour le gouvernement de s'assurer que quand lui prend, il tient compte de ses engagements, il respecte ses engagements, que la partie en face respecte ses engagements. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche, il faut aussi qu'on attire l'attention. Ça aussi Élisée Bolougbe, Daouda n'est pas très d'accord avec ça. Les mêmes transporteurs ont quand même dit qu'ils étaient d'accord. Donc, est-ce qu'on a 2 poids 2 mesures où ils ne tiennent pas leurs engagements? Mais il y a ce qui se dit dans les cas de concertation et puis il y a ce qui se fait sur le terrain avec les syndicats. Donc, il y a dichotomie. Bon, en fait, c'est que j'aimerais juste à défendre. Non, c'est pas pour défendre. L'idée même, c'est de lui expliquer que les augmentations sur les tronçons de Baka et de Woro, ce qui se passe même avant cette augmentation même du prix du carburant, certains chauffeurs de Woro et de Baka, ça donne à des augmentations de 100 francs à 200 francs. Tout à l'heure, il parlait d'incivisme. Pour moi, c'est de l'incivisme, en fait, parce qu'à la vérité, ce qui se passe, quand il y a une heure de pointe, automatiquement, certains chauffeurs se permettent d'ajouter 100 francs ou 200. Ou à défaut, s'ils ne font pas cela, je prends le tronçon à Djamé, à Bobo, ils prennent les clients à Djamé et ils les déversent tous au niveau du zoo d'Abidjan pour dire non, c'est notre terminus. Mais à quoi ça Donc, je veux dire que de façon normale, le transport n'a pas augmenté. Il y a certains transporteurs véreux qui font cela. Et c'est là où je te rejoins, tu dis que le gouvernement doit faire un effort pour contrôler tout ça. Justement, Daouda, Élisée, comment contrôler pour le gouvernement qui prend un engagement aussi important? Comment faire en sorte que ces transporteurs qui seraient dans l'incivisme et véreux puissent arrêter leurs pratiques? C'est juste, moi je pense que c'est simple. La première chose, c'est de monter une veille.
C'est-à-dire une veille, écouter, suivre les réseaux sociaux, suivre les informations qui fusent de part et d'autre et s'assurer de leur effectivité en faisant des descentes sur le terrain. C'est important. Vous pouvez pas, le gouvernement ne peut pas consentir à d'énormes sacrifices. C'est des manques à gagner que le gouvernement décide de céder parce qu'il y a une situation. Mais derrière, c'est la contrepartie pour ne pas que la population subisse. Mais si on doit faire ces sacrifices-là et qu'au final, la population pour laquelle on est en train de faire continue de subir encore les tracasseries de l'autre côté, mais il y a un problème. Il a mentionné, Daouda, permettez, il a mentionné que c'est une pratique qui existait avant ce avant les augmentations, en fait. Et j'aimerais juste aller plus loin pour dire comment est-ce qu'on gère ce genre de choses? parce que J'aimerais terminer là-dessus, les amis. Ça veut dire quoi? Il a expliqué qu'il y a bien longtemps, avant ce cas de concertation-là, qu'il y a des transporteurs qui, aux heures de pointe, se permettaient d'ajouter 100 francs, 150. Ils découpaient, permettez-moi l'expression, leur trajet. J'ai parfaitement compris. Ça veut dire que c'est avant, vous-même, vous l'avez si bien dit, avant le cas de concertation. OK. Maintenant qu'on fait le cas de concertation, on dit, nous, on ne veut plus cette pratique-là. Et comme on ne veut plus cette pratique-là, nous, on décide de faire des efforts dans ce sens-là pour vous amener à ne plus faire cette pratique. Si je constate à un certain moment, qu'en dépit des efforts que je fais, cette pratique-là continue, mais j'interpelle. Et puis je fais des descentes. Moi, j'aimerais juste... moi-même, je peux arrêter. Élisée, moi, j'aimerais juste te rassurer sur un fait. Lorsqu'il y a eu l'augmentation du prix du carburant et que certaines personnes sur les réseaux sociaux, notamment, spéculaient sur cette voie, il y a augmentation. Des trajets, Des trajets. Moi, j'ai pris mon véhicule et j'ai fait le tour. Je me suis rendu compte en réalité que sur le terrain, certaines personnes sur les réseaux sociaux, ce qu'ils faisaient, ils disent le prix a augmenté ici, le prix a augmenté là. Quand tu vas sur le terrain, le prix n'a même pas augmenté. Non, mais il y a des endroits où le prix a augmenté. Moi aussi, j'ai été témoin. Élisée, donne-nous un seul. Tout à l'heure, parler de Benjerville. On va pas s'agouter là-dessus. Finissons-en sur le sujet, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs, trouvons une solution. Vous dites que sur Benjerville, il y a augmentation. Comment est-ce que justement le gouvernement peut pouvoir gérer cela avec ce cadre de concertation? Les pratiques du ministère du Commerce, par exemple, qui font des descentes sur dénonciation, il y a un numéro vert qui existe, le 1343, le 1343 qui existe pour dénoncer. Mais au-delà de ça, le ministère du Transport a des agents qui peuvent pratiquer ces lignes et vérifier tout le long du mois pour voir s'il n'y a pas d'augmentation. Je pense que c'est assez simple et facile. Merci pour cette contribution donc, à la suite de cet élément. On va retrouver comme ça des éléments filmés pour permettre à nos débats, à nos sujets d'être plus en conformité avec la réalité. Merci en tout cas les amis de vous être prêtés au jeu. On va recevoir notre invitée, Diane Boyi. C'est une migrante. Aujourd'hui, ça me paraît bizarre de l'appeler encore migrante. Une ex-migrante. C'est une ex-migrante, disons les choses comme ça. Elle est toute magnifique parce qu'elle est chez elle. Et quand on est chez soi, évidemment, on arrive à resplendir tout en beauté. On remercie cette jeune femme d'avoir accepté notre invitation. Elle va nous raconter son histoire. Mais tout cela s'inscrit dans un contexte particulier. C'était donc en mars, quand les choses ont déclenché du côté de la Tunisie. L'État de Côte d'Ivoire a mis les grands moyens. Le président de la République a décidé donc de rapatrier toute une série d'Ivoiriens. Et puis après, il y a eu des programmes en ce moment qui ont cours pour permettre à tous de bien se réinstaller de leur pays. Elle fait partie justement de cette cohorte. On va parler avec elle aujourd'hui de son expérience de cette migration un tout petit peu dangereuse. Bonsoir Diane et bienvenue chez vous. Pourquoi êtes-vous partie de la Côte d'Ivoire? En fait, je peux donner la date? Bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2020, le 14 février 2020. Je suis allée en Tunisie parce qu'ils m'ont dit qu'avoir le visa en Tunisie pour aller en Italie, c'était un peu plus facile. Très bien. Vous êtes partie comment en Tunisie? Je suis partie par avion. Par avion, très bien. Le il, qui est le il qui m'ont dit? Est-ce qu'on peut savoir? C'est une connaissance de mes parents, c'est-à-dire ma mère qui a proposé à la maman de me faire partir parce qu'il vivait déjà là-bas, sur place. Et qu'il est là, il voit des opportunités pour partir et tout. Alors, vous êtes partie en Tunisie, direction Italie, pour avoir un bien-être et une autre vie, une autre chance. Daouda. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes arrivé, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, pour que vous ne puissiez pas y aller en Italie? Finalement, déjà, c'était le contraire de ce qu'on avait dit. Il y a plusieurs choses qui m'ont découragée. Mais la première étape, c'est que j'ai perdu déjà mon amie Mélissa, paix à son âme. C'était ma meilleure amie étant là-bas. Je l'ai connue là-bas. Attends, restons sur le cas de Mélissa. Vous l'avez perdue dans quelles conditions? Elle est allée sur l'eau. Elle est allée sur l'eau et elle a pris la pirogue, c'est ça? Enfin, l'espèce oui, c'est ça. C'est une pirogue, hein? Oui. C'est comme les bateaux gonflables. Pneumatiques. Mais ils lui ont dit que le bateau était bien, c'était pas gonflable. Et puis, effectivement, le bateau était en bois.
Donc, il y a eu naufrage. C'est pas la mer. Hein. Restez, avant de permettre Edith de réagir, dites-nous, pourquoi vous n'êtes pas parti avec Mélissa? Non, je ne suis pas partie avec Mélissa parce que déjà, elle, avant de partir, elle ne m'a pas déjà prévenue. Maintenant, quand j'ai appris son décès, ça m'a un peu découragée. Edith. Alors, pour revenir à votre situation, quelle était votre situation en Côte d'Ivoire? Oui, l'ami de votre mère a parlé d'opportunités, mais quelle était votre situation en Côte d'Ivoire pour vous motiver à aller? Et ensuite, combien, si ce n'est pas indiscret, combien vous avez déboursé pour ce voyage? Bon, j'ai déboursé 200 000 francs. C'est-à-dire, c'était prévu que quand j'arrive là-bas, la personne en question, je vais taire le nom, la personne en question payait le transport et arrivé là-bas, tu travailles pour rembourser... Diane, regardez cette caméra-là pour qu'on puisse voir. Pour rembourser Mais il n'y a pas que 200 000, il y avait votre billet d'avion à Abidjan-Tunis. Ça, c'est lui, c'est la personne... Ça a été déjà offert. Voilà, c'est la personne qui payait et que vous travaillez, arrivé sur place, vous travaillez pour pouvoir rembourser. Et vous avez fait quoi comme métier là-bas? Bon, d'abord, j'ai commencé en tant que ménagère de maison. J'ai nettoyé la maison, les grands ménages, de fond en comble. On déplaçait les meubles et tout pour pouvoir... Mais la question, en fait, c'est qu'est-ce que vous faisiez d'abord à Abidjan avant d'aller en Tunisie? Vous aviez quelle activité? Je faisais les ongles. L'onglerie. Voilà. Diane, regardez toujours ici pour les ongles de quartier, là, les ongles 300, si je me débrouillais. Vous arriviez quand même à avoir quelque chose pour survivre, non, quand vous faisiez ça? Oui, mais pas trop, parce que c'est mon papa qui m'envoyait souvent l'argent par mois pour pouvoir... En tout cas, par rapport à mon papa, parvenir à subvenir à tes besoins. Très bien, Daouda. Moi, aujourd'hui, je pense que vous êtes parti, vous avez vécu une expérience un peu toujours amère de ce voyage-là. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand vous faites la comparaison entre les deux, la Tunisie et le départ pour l'Eldorado de l'Italie et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à repartir encore? Je ne suis pas prête. Pourquoi? Franchement, je ne suis pas prête. Parce que déjà, quand je suis arrivée là-bas, ce qu'ils m'ont dit, ce qui m'a convaincue à aller là-bas, c'était le contraire déjà de ce que... Quand je suis arrivée sur le terrain, c'était le contraire. Vous avez vu quoi sur le terrain? J'ai vu les manques de respect, manque d'humanité. C'est-à-dire que vous travaillez pour une personne, la personne vous crie dessus à chaque bout de champ. Vous êtes obligé de vous réveiller à 4 heures ou 5 heures souvent. Vous commencez à travailler jusqu'à ce que certaines vous prennent, dans le même salaire, elles vous donnent, par exemple, à sa sœur qui doit faire une cérémonie ou quoi que ce soit. Vous travaillez jusqu'à X heures. C'est-à-dire, tant qu'elle ne dort pas, vous ne dormez pas. Qui était votre employeur? C'était une Tunisienne. C'était des Tunisiens. En fait, c'est des nationaux de Tunisie qui vous emploient, pas des Ivoiriens ou autres. Très bien. De ça, Mais elle n'a pas répondu à ma question aujourd'hui. Quelle comparaison aujourd'hui, quand vous regardez? La comparaison, je trouve que l'effort qu'on fait ailleurs, on peut le faire ici. Très bien. Parlons un peu de... Oui, allez-y, terminez. Parce qu'on a tendance à dire, oui, je suis chez moi, donc il y a certains travaux que je ne peux pas faire. Pourquoi tel ou tel crie sur moi parce qu'il est ivoirien que moi, il pense qu'il est arrivé ou bien quoi que ce soit. Mais quand on arrive là-bas, ce n'est même pas la même chose. Parce que là-bas, déjà, tu n'as rien à dire. Tu n'es même pas considéré comme être humain. Donc, tu n'as rien à dire. Et j'aimerais arriver à ce point. Quelle est la vie, la situation des Ivoiriens et par extension des Africains là-bas? La vie, là, c'est pas facile. Sérieusement, c'est pas facile. Mais comme c'est la question que Daouda, excusez-moi, allez-y, il n'y a pas de problème, m'a posée, le courage et puis la détermination qu'on prend là-bas, si on prenait ici, personne n'allait bouger. Très bien. On va permettre à Isabelle, qui vous a religieusement écouté, d'intervenir. Non, mais moi, je suis touchée par votre histoire et moi, j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu plus intime, c'est-à-dire, une fois que vous étiez là-bas, vous avez parlé de conditions humaines déplorables. C'était quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on vous faisait faire? Qu'est-ce que vous avez subi, en fait, en réalité? On nous faisait nettoyer les toilettes. Déjà, les toilettes étaient un peu déféquées. Les gens déféquaient, voilà. Les gens déféquaient, laissaient... vous vous réveillez déjà, comme ce que j'avais dit, vous vous réveillez tôt le matin. Tant que la personne, la patronne ne dort pas, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas sommeil ou bien un membre de la famille ne dort pas, vous ne dormez pas. Vous restez là et quand ils vont dormir, vous restez en train de nettoyer derrière eux. Vous devez vous lever avant eux. Ça fait déjà un.
La deuxième chose, c'est que quand vous sortez, c'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas envie de garder le nom du pays où j'étais, mais vous n'êtes pas pareil, en fait. En fait, Donc, en gros, il y avait un peu de racisme. Voilà. Le fait de marcher avec eux ou avec les enfants même parfois, vous êtes là à bien communiquer à la maison avec les enfants, vous amusez et tout. Mais quand les enfants arrivent dehors, à la maison, ils t'appellent grande sœur, tontie en leur langue. Mais arrivés dehors, ils disent c'est notre servante, elle est venue, elle nettoie les trucs, Les donc toilettes, elle ne peut pas s'arrêter. Votre Très bien. dignité a été touchée. Permettez qu'on vous pose 2-3 questions parce qu'on va terminer. Dites-nous, pourquoi vous n'avez pas, parce que vous étiez en transit, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Pourquoi vous n'avez pas pris le bateau? Pourquoi vous n'avez pas continué votre chemin? C'est comme ce que j'ai dit, j'ai perdu déjà Mélissa. C'est juste Mélissa qui vous a... Non, ce n'est pas juste Mélissa, parce que j'ai eu aussi à donner de l'argent, c'est-à-dire j'ai travaillé avec mon argent. Pour payer la traversée. Payer la traversée. Et ça n'a pas marché. Et c'est combien? 800 000. Très bien. 800 000. Maintenant, pour terminer quand même, les amis, il y a une situation qui se passe en Tunisie. Il y a l'État de Côte d'Ivoire qui vient à votre rescousse. Comment ça s'est fait, vous, pour vous reconnecter à l'État? Vous étiez déjà immatriculé à l'ambassade. Comment ça s'est fait pour revenir en Côte d'Ivoire? Et puis on va parler de ce que vous vivez ici. Oui, à l'ambassade, déjà, il faut faire part de sa présence sur le territoire. Comme ça, le jour qu'il y a certains trucs, comme ça, vous êtes vite pris en charge. Ouais. Et puis, eux aussi, ils ont vu la situation du pays qui était un peu... Ce qu'on ne montre pas à la télévision ni sur les réseaux sociaux, parce que là-bas, c'est interdit de filmer quand il y a ce genre de trucs. Ouais. C'est ce qui nous a poussé à venir. Parce que c'était des trucs qui sont un peu trop dangereux. Petite dernière question. Mais juste, on va dans la continuité, parce qu'on va terminer cette émission. Quand vous êtes pris en charge par les services de l'État ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est quoi la promesse? On va vous bâtir un salon de coiffure. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va vous offrir? Parce que la Côte d'Ivoire doit offrir quelque chose à ses enfants. Oui. Vous, qu'est-ce qu'on va vous offrir aujourd'hui pour que vous gardiez, vous retrouviez votre dignité? On m'a déjà offert... Très bien, et c'est quoi? Une somme pour pouvoir commencer une activité. Les papas ados et les ministres sont pour pouvoir... Et vous avez commencé? Oui. J'ai commencé, j'étais onglerie, comme ce que je faisais avant d'aller. Et arrivé là-bas, j'ai aussi payé pour suivre une formation d'onglerie, seulement que je n'ai pas eu le temps de terminer pour avoir mon diplôme. Donc, je suis venue, c'est ce que je voulais faire. Donc, je suis en train de... Maintenant, aujourd'hui, vous avez une onglerie et autres, vous avez eu un financement. Soyez pas long. Vous voulez de la caméra? Oui. Qu'est-ce que vous pourrez dire à une sœur ou un frère aujourd'hui qui veut tenter l'expérience que vous avez tentée? Et pour terminer? C'est ce que je disais dès le départ. C'est qu'on fait chez les gens. On peut faire ça ici. C'est que la seule chose, la leçon que moi j'ai retenue, c'est que les 5 000, les 10 000, les 1 000 francs, les 2 000 qu'on prend pour aller faire les transports, pour aller dans les rendez-vous, faire les transports, pour aller faire les ongles, tout, on peut économiser comme c'est qu'on le fait là-bas pour pouvoir réaliser quelque chose. Même si on n'attend pas quelque chose, parce que moi, personnellement, j'attendais quelque chose à chaque fois de quelqu'un. Arrivé à un certain moment, l'argent devenait petit à mes yeux. Aujourd'hui, vous avez un autre mindset. Voilà. Donc, c'est mieux de rester chez soi. On est mieux que chez soi. Parce que la dignité est déjà atteinte. Et puis, il y a un manque d'humanisme, en fait. C'est mieux de rester chez soi. Au moins, tu as la parole. Au moins, on parle, on t'écoute. Même si c'est vrai qu'il y a des mésententes, mais partout, il y a les mésententes. Mais c'est mieux de rester chez soi et puis réaliser des trucs. Diane Boyi est avec nous, mesdames, messieurs. Elle est encore avec nous en quelques minutes pour terminer cette émission. Elle fait partie justement de 1667 migrants ivoiriens qui sont rentrés de Tunisie, du Niger et du Soudan. La Côte d'Ivoire solidaire continue donc d'accueillir ces enfants. Vous avez la possibilité de vous adresser aux autorités compétentes, l'Agence Emploi Jeunes, le ministère de la Solidarité et bien d'autres, pour que vous voulez rajouter quelque chose. Je voulais parler aux parents. Parce que ce qu'on a dit, ce n'est pas aux jeunes qu'on a dit. C'est aux parents. C'est aux parents. Ce n'est pas parce qu'un tel est parti avec son enfant qu'il faut forcément que toi, ton enfant parte. Ce n'est pas parce qu'une telle personne a pris 2-3 photos sur les réseaux sociaux pour mettre qu'il vit bien. Vous ne connaissez pas les réalités de là-bas. Et puis, en tant qu'Ivoirienne ou bien Ivoirien, on a une fierté qu'à chaque fois qu'une personne nous appelle
comment tu vas? On dit oui, ça va. Parce que si tu te plains à chaque fois, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? C'est pour ça que je veux parler aux parents. Laissez les enfants ici. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les se chercher. Merci beaucoup, Diane. Merci, Diane. C'est un message fort, les amis. Merci à vous tous. Nous avons un impératif, c'est qu'ils sont en train de se bousculer, de nous bousculer, parce que les maquisards arrivent sur la chaîne. Ça va arriver justement dans un court instant. Maquisards, tout à l'heure. Un épisode pour vous sur Live TV. C'est un gros événement. Vraiment, merci les amis, encore une fois, de vous être montrés disponible pour permettre donc justement à nos téléspectateurs de passer de bons moments. Merci Diane, merci Daouda, Isabelle, je dis Isabelle, Edwige, qu'est-ce que je Edith, on va y arriver, Diane. Edith, et Isabelle, Élisée, André. Merci. À demain. Merci. À demain. Merci à toi aussi, Christelle. On va tous au maquis. À demain. Et 20h30, Maquisard. C'est maintenant. C'est maintenant.